comme vous le savez, dans le cadre des objectifs de développement durable, l'objectif numéro 5 sur Gender Equality est un ODD extrêmement important. Et il nous tenait à cœur, dans cette matinée, de pouvoir donner la parole à Angélique Girard, qui est une personne très engagée sur les sujets du numérique. Bien sûr, on connaît déjà son engagement, mais aussi sur les sujets liés justement à l'égalité des sexes et à la sortie du sexisme. Dans ce contexte, Angélique a sorti un ouvrage, Comment sortir du sexisme 2.0. Et on a souhaité l'associer aux enjeux de la ville. Angélique est avec nous. Angélique, bonjour. Bonjour Vincent, merci de votre invitation et de cette belle initiative sur ces 2 journées. J'ai un chat au travail, je suis navrée, vous voyez. Il vient m'embêter au mauvais moment, il n'est pas venu me dire bonjour depuis ce matin. Très bien. D'où est née cette volonté de partager, d'apporter votre point de vue et contribution à cette quête de sortie du sexisme ? Alors, je porte plusieurs casquettes professionnelles, dirigeante, entrepreneuse, business angel, et dans lesquelles je suis bien évidemment une femme et une mère. Et donc, en tant que dirigeante, il faut jouer des coudes au quotidien pour faire sa place et la conserver. En tant qu'entrepreneuse, on ressent qu'il faut convaincre 2 fois plus pour être crédible, même lorsque le thème de notre projet ne concerne pas les hommes directement. Et en tant que business angel, c'est aussi reprendre les propos et les attitudes sexistes, se battre contre les stéréotypes assez souvent. Et mon challenge en tant que dirigeante est d'ouvrir la voie, montrer aux femmes que l'égalité est possible et qu'il ne faut pas renoncer à s'imposer. Donc, c'est un mélange d'expérience personnelle et professionnelle qui m'a naturellement amenée vers cette envie d'écrire, de témoigner et de laisser une trace pour faire avancer la cause de l'inégalité des sexes. Et je constate que le sexisme autour de moi au quotidien est fréquent au travail, dans ma vie privée. Et être une femme au travail, en fait, demande clairement de redoubler d'efforts, de ressources pour se faire une place égale à celle de l'homme. Les hommes avec lesquels on en parle n'en ont souvent pas réellement conscience. C'est ça qui est aussi assez intéressant. Et la raison est historique. Mais le chemin vers un retour à l'équilibre est en fait beaucoup trop long. Et c'est cet appel à un changement rapide en fait des mentalités que j'ai souhaité lancer dans mon ouvrage sur le statut des femmes, qu'il s'agisse d'évolution au sein de l'entreprise, mais aussi plus concrètement dans le cadre d'une réunion, par exemple, où les femmes ont souvent du mal à prendre la parole, ou dans le contexte très difficile des levées de fonds pour un projet, dans un monde de la finance qui est largement marqué par le sexisme, ou encore pour défendre l'idée de la féminisation des noms de métiers nécessaires pour enraciner justement cette place qu'occupent désormais les femmes dans la sphère professionnelle. Pour vous donner un exemple, le terme chirurgienne n'existe pas dans le dictionnaire de l'Académie française jusqu'en 2019, alors qu'il existait bel et bien au Moyen-Âge. Et donc, on a été longtemps tenus, nous les femmes, à l'écart des sphères de pouvoir et de savoir, et les femmes ont enfin le droit à des noms correspondant à leurs fonctions pour renforcer leur légitimité et marquer l'idée selon laquelle le monde du travail est fait autant pour les hommes que pour les femmes. Et donc, il faut savoir que les féminins de métiers ou de fonctions, outils d'émancipation, ont été délibérément supprimés du dictionnaire au XVIIIe siècle. Et on dit aujourd'hui, sans réfléchir, un directeur, une secrétaire, un médecin, une infirmière, une caissière, une assistante. Et ça peut paraître anodin, mais il est pourtant très difficile en fait d'être ou de rêver d'être quelque chose qu'on ne peut pas nommer. Alors, le consensus complexifié par le Covid entre épanouissement personnel et professionnel, est-ce que c'est la véritable clé de voûte du féminisme ? Alors, la véritable clé de voûte du féminisme correspond effectivement à un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée, mais pour les femmes au même titre que pour les hommes. Ce sont des tâches réparties de manière équivalente pour le couple au travail et à la maison. Et il y a cette terrible charge mentale, en fait, qui est largement supportée par les femmes aujourd'hui. Cela passe forcément par des lois, telles que celle en faveur de l'allongement du congé paternité, qui vient d'être voté en France pour doubler sa durée. Et le premier confinement lié à la pandémie du coronavirus n'a malheureusement pas arrangé en fait les choses, puisque la charge mentale des femmes a littéralement explosé. Et les témoignages se sont multipliés sur les réseaux sociaux, entre télétravail, éducation des enfants, cuisine, ménage, tâches auxquelles s'est ajoutée la charge émotionnelle. Et il a été clairement constaté que les habitudes issues du code du patriarcat
n'avait pas beaucoup évolué. Il est certain que prendre des responsabilités dans l'entreprise nécessite un investissement personnel et la clé réside dans le fait de trouver son propre équilibre pour s'investir sans pour autant renoncer à sa vie personnelle. Pour vous, au-delà de l'équilibre pro-perso, pour en finir avec le sexisme, l'enjeu passe par le dialogue véritable homme-femme quelque part. Absolument, et nous revenons de loin. La condition féminine en France et en Occident est un combat qui a de nombreuses victoires. Et le dialogue, en fait, s'ouvre de plus en plus concernant la masculinité toxique et les effets néfastes d'une éducation patriarcale. On découvre, par exemple, dans les médias, qu'une littérature enfantine, sans stéréotypes, ou qui les dénonce, est de plus en plus répandue, évoquant désormais des destins différents de ceux dictés par la culture patriarcale. Et c'est le signe que les mentalités évoluent. Et outre le renforcement d'une culture de la sororité qui est aussi indispensable pour mettre de côté ce qui nous pousse à nous diviser, l'enjeu pour atteindre cette égalité passe en effet par le fait d'inclure les hommes dans le débat. C'est hyper important. Faire entendre que l'égalité est l'unique objectif du mouvement féministe. Je pense profondément que le sexisme est un système qui s'applique différemment aux femmes et aux hommes, mais même si c'est dans une moindre mesure en fait pour les hommes, on ne peut rejeter une partie seulement des conséquences néfastes du patriarcat. Et c'est cet aspect humain au sens large que je défends. Je ne souhaite pas renier ou minimiser la souffrance d'un homme. J'ai eu d'ailleurs des exemples assez malheureux dans mon entourage. Et tout ceci dans l'objectif en fait commun de cultiver notre adelphité, une notion jusqu'ici peu connue qui unit fraternité et sororité et dont la racine grecque signifie matrice, utérus. Et ce terme est une volonté de ne pas entendre la fraternité comme une notion littérale, mais justement comme l'appartenance à une communauté matrice, à l'heure où le féminisme est souvent confondu avec une chasse à l'homme. Et voilà, c'est une malheureuse quête de pouvoir pour avoir l'ascendant sur l'autre sexe. Et pour moi, ça n'a aucun sens lorsqu'on réclame justement depuis toujours l'équité. Deux dernières questions rapidement. La crise du Covid va rabattre dans le monde de l'entreprise les cartes des directions d'entreprise. Les enjeux ont changé. Est-ce que c'est l'heure, clairement, du zéro excuse pour la féminisation des COMEX ? Alors, les cartes sont rebattues, effectivement, et il n'y a pas que du bon, malheureusement. Donc, comme toutes les crises, la pandémie de la Covid-19 touche malheureusement d'abord les personnes défavorisées et les femmes. Et j'aimerais partager un constat, une stat importante avec vous. En France, le taux de représentation des femmes dans les médias, tous sujets confondus, a dégringolé de 45 à 22% depuis le début de la crise. Et il s'agit en fait d'un phénomène assez typique, c'est-à-dire que dans le resserrement que provoque la situation, c'est un peu chassé naturel, il revient au galop, eh bien le caractère pluriel de la société a tendance à être mis de côté. Et il est indispensable que l'ensemble des êtres humains soit pris en compte, d'autant plus en temps de crise et de reconstruction où les femmes ont souvent un rôle prépondérant également à jouer. Et donc, voilà, on a des perspectives pour les femmes face à cette pandémie qui sont dévastatrices. Et donc, la notion même d'égalité homme-femme a été mise à mal dans le contexte pandémique. Si on prend la loi Copé-Zimmermann, clairement, elle a fait des merveilles sur un principe relativement sensible. Et il est facile de comprendre en fait que personne ne souhaite être nommé sur un quota, moi la première. Mais elle a contraint à identifier des femmes avec des expertises et du potentiel. Et l'idéal serait de ne pas avoir à mettre en place des quotas, puisque la culture en fait est ainsi faite, que le principe du name and shame ne fait pas bouger les choses, les hypothèses du ruissellement et de l'autorégulation n'ayant pas non plus fonctionné, eh bien c'est un passage obligé qu'il faut pouvoir provoquer pour avoir cet équilibre. Et donc il faut faire aussi attention à une notion importante. Ce n'est pas le nombre de femmes, en fait, dans les conseils d'administration ou dans les comités exécutifs qui fait évoluer la performance d'une entreprise, mais c'est bien la diversité dans ces instances de gouvernance provoquée par leur féminisation. Dans la minute qui nous reste, la ville, l'environnement urbain, thème de notre matinée, bien sûr, doit se mettre à l'heure du féminisme 2.0. Ça passe par quoi, selon vous ? Alors, l'environnement urbain, on le sait, est hostile pour les femmes. Entre stratégie d'évitement et d'adaptation, absence de toilettes publiques adaptées aux femmes, urbanisme et aménagement inadapté, insécurité, la rue n'est clairement pas un espace démocratique aujourd'hui.
Et donc, le constat de déséquilibre, lorsqu'on analyse en fait le passage dans les rues, est similaire finalement un peu à ce qu'on observe dans les cours de récréation. Vous savez, les garçons sont au milieu, ils prennent tout l'espace pour des jeux, parfois physiques, et les filles sont autour dans les cours de récréation. C'est souvent pour éviter les coups, pour se protéger, etc. Eh bien, en ville, c'est pareil. Les hommes peuvent flâner et s'arrêter, les femmes passent rapidement et s'occupent. Le problème semble permanent, car à chaque fois que la question des réaménagements est posée sur la table, on entend qu'il s'agit d'une question nouvelle, et les constats sont éternellement repris. La volonté politique est donc nécessaire, je pense, pour légitimer des travaux qui vont de la luminosité à l'accès à l'eau, en passant par la modification du mobilier urbain et la féminisation des noms de rue avec un objectif central, c'est d'éviter les ancrages et faire éclater les bulles socio-culturelles. Et l'enjeu est terrible, puisqu'on a clairement perdu notre liberté en ville, avec des quartiers entiers où les femmes n'ont plus le droit d'entrer. Parce qu'il y a du harcèlement de rue, parce qu'il y a des violences, parce qu'il y a des viols, parce qu'il y a du machisme ordinaire. Et donc, la clé pour moi reste l'intelligence collective qui permet de faire émerger de nouvelles solutions grâce et avec les usagers immédiats de l'espace public urbain, à l'image un peu du colloque qui avait été organisé par la mairie de Paris en 2018, un Paris sans pub sexiste, point d'interrogation, c'était ça, et qui avait permis de faire émerger des campagnes imaginées par de jeunes créatifs et des gens plutôt talentueux. Et puis, une plus grande représentation des femmes, pour conclure, dans les instances politiques locales, c'est-à-dire les conseils municipaux, et bien évidemment liées à la question du développement des territoires urbains. Merci beaucoup, Angélique, pour ces propos, pour ce combat. Voilà, on est de tout cœur avec vous et on sera les ambassadeurs de votre ouvrage pour la fin du sexisme. Merci beaucoup et bonne journée. Belle journée.